C'est quand même super impressionnant quand on regarde l'épaisse pile de notes qu'on a étalées sur la table aujourd'hui. Ah ouais, c'est clair. Il y a de la matière. Ouais, et de voir à quel point l'humour peut cacher les pires traumatismes, c'est fou. Mais avant qu'on ne plonge vraiment dans ces documents, je ressens le besoin qu'on se mette d'accord tous les deux sur un truc. Je t'écoute, dis-moi. En fait, je voudrais qu'on avance avec beaucoup de douceur aujourd'hui. Parce que ce qu'on va explorer là, c'est de la véritable dynamite psychologique. Ouais, c'est vrai qu'on touche à des choses très, très intimes. C'est ça. Les textes dissèquent des concepts hyper lourds, la détresse mentale extrême, les mécanismes de défense face à cette détresse, l'autosabotage systématique. Tout à fait. Et on frôle même la psychologie qui sous-tend les protocoles de prévention des actes auto-agressifs et de l'automutilation. Donc on y va à notre rythme, avec bienveillance. C'est essentiel de le poser d'emblée, tu as tout à fait raison. Et puis fatalement, comme on va décortiquer les rouages internes de ces récits ensemble, on va divulgacher toute l'intrigue et la dynamique secrète. Oui, on manipule un matériel clinique d'une densité assez rare ici. Et le fait que tout ça soit habillé sous les traits d'une farce, d'une immense comédie, ça rend l'analyse presque vertigineuse. C'est le paradoxe magnifique de cette lecture, je trouve. C'est exactement ça. On garde bien cette précaution en tête à chaque page qu'on tourne. Super. Alors, le sujet qui nous rassemble dans ces dossiers, c'est un profilage à la fois psychologique et philosophique d'une profondeur que j'avais rarement croisée. Ouais, l'auteur de ces notes est allé vraiment très loin. On a sous les yeux l'analyse pointue de deux personnages littéraires japonais issus de l'œuvre Tokaidochu Hisakurige. Et d'ailleurs, les notes insistent bien sur la phonétique, ça se prononce exactement Tokaidochu Hisakurige. C'est parfait. Et c'est un texte monumental qui a été écrit par Juponsha Iku, ce qui se prononce Juponsha Iku. Oui, et ça a été publié sur une super longue période entre 1802 et 1822. L'époque d'Edo, c'est un contexte historique super particulier. Complètement. Et l'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre par quel mécanisme cet auteur a pu créer des personnages qui incarnent une véritable technologie de survie mentale sous le régime incroyablement oppressif des Tokugawa. Et du coup, pour saisir la mécanique de cette survie, faut pas commencer par la théorie abstraite. Faut vraiment aller regarder directement l'épicentre du chaos. Le fameux premier personnage. Voilà. Le premier de ces deux protagonistes, c'est Yajirobe. Et on doit bien prononcer Yajirobe. Et on doit utiliser son nom complet. D'accord, Yajirobe. Si on veut comprendre la méthode de Juponsha Iku, il faut ouvrir le crâne de ce personnage et regarder comment ses engrenages tournent à l'intérieur. Alors, regardons son profil de plus près. Ce Yajirobe, le document nous indique qu'il vient de la classe des samouraïs, mais qu'il est déchu. Ouais, une chute vertigineuse. C'est ça, il a dégringolé toute l'échelle sociale pour atterrir comme simple citadin à Edo. Et maintenant, c'est un voyageur perpétuel sur la route vers le sanctuaire d'Issei. Un voyageur qui sème un peu la panique partout où il passe, d'ailleurs. Mais c'est clair. Ce qui saute aux yeux dans l'analyse, c'est que l'homme semble être un désastre ambulant. Son portefeuille est un gouffre, il multiplie les pires décisions possibles. Et c'est là que la psychanalyse entre en jeu. Justement, là je bloque un peu sur les termes techniques. Les notes parlent d'une fixation au stade oral extrêmement prononcée, selon la grille freudienne. Concrètement, comment ça se manifeste pour lui ? C'est une super question parce que c'est très subtil. Habituellement, quand on parle de fixation liée à un traumatisme social aussi violent, genre perdre son rang de samouraï, tout perdre, on s'attendrait à voir une forme d'anesthésie. Ah ouais, quelqu'un qui se referme sur lui-même. Exactement. Quelqu'un qui se replie, qui s'engourdit pour ne plus ressentir la douleur de sa chute. Mais chez Yajirobe, cette fixation orale s'inverse totalement. Elle s'inverse, c'est-à-dire ? Elle se transforme en une compulsion presque viscérale à ingérer le monde qui l'entoure. Ingérer le monde, tu veux dire physiquement ? Physiquement et symboliquement, ouais. Il doit manger en permanence, boire à l'excès, parler sans discontinuer. Il dévore tout. C'est ça, il dévore chaque instant de son voyage. Et l'analyse montre que c'est pas de la gourmandise, c'est une quête frénétique et insatiable de joie de vivre pour combattre le néant. C'est fort comme image. C'est une pulsion de vie qui déborde tellement qu'elle en devient destructrice pour lui-même. Mais fondamentalement, c'est ce qui le maintient en vie. Donc si je comprends bien, au lieu de fuir le monde parce qu'il le blesse, il le mâche et il l'avale pour y trouver la moindre petite goutte de lumière. C'est magnifiquement dit, oui.
C'est d'une poésie assez brute, je trouve. Et ça rejoint la deuxième grille de lecture qu'on a ici, celle de Jung. Le dossier le classe comme l'incarnation de deux archétypes hyper précis. Le trickster et le puer aeternus. Voilà. Le trickster, je vois à peu près l'idée, c'est le philo mythologique, genre le coyote dans les légendes ou Loki, celui qui injecte du chaos pour briser les règles trop rigides. Mais le puer aeternus, c'est quoi exactement dans son cas ? Le puer aeternus, c'est l'éternel adolescent. Psychologiquement, c'est un archétype qui oppose une résistance farouche, presque désespérée à la croissance. Au fait de devenir adulte, en gros. C'est ça, aux responsabilités d'adulte et à l'idée même de s'enraciner quelque part. Pour Yajiroubei, accepter de s'installer de nouveau, de devenir un citoyen stable, ce serait accepter le monde des Tokugawa tel qu'il est. Et ce monde, il n'en veut plus. Il l'a recraché, ouais. Donc son voyage ne doit littéralement jamais se terminer. D'accord. Je comprends beaucoup mieux la mécanique. Et ça me fait penser à une image super tendre, en fait. Ah oui, laquelle ? Tu sais, ce Yajiroubei, il ressemble beaucoup à cet ami qu'on a probablement tous eu à un moment donné. Celui qui transforme absolument chaque désastre affectif ou professionnel en une anecdote tellement rocambolesque au café qu'il est physiquement impossible de le plaindre ou de lui en vouloir. Ah mais oui, c'est totalement ce genre de profil. Les documents précisent une chose fascinante d'ailleurs. L'échec, chez lui, c'est pas un accident sur la route. Il a besoin d'échouer. Oui, l'échec est une nécessité absolue dans son architecture mentale. S'il réussissait, l'histoire s'arrêterait là. C'est son carburant. Exactement. Et là, l'analyse pointe vers sa façon de créer de l'art. Yajiroubei compose ce qu'on appelle des kyoka. Des poèmes, c'est ça ? Oui, des poèmes comiques traditionnels de 31 syllabes. Mais en quoi ces poèmes l'aident à gérer ses échecs ? C'est juste pour faire le clown ? Non, c'est bien plus profond que ça. Un kyoka fonctionne souvent comme une parodie des poèmes classiques très nobles. Ah, d'accord, c'est une subversion. Tout à fait. Pour Yajiroubei, le mécanisme est vital. Imagine, il subit une humiliation. Par exemple, il se fait escroquer ou il tombe bêtement dans la boue devant tout le monde. Et la honte devrait l'écraser. Voilà. Mais au lieu de ça, il prend cette matière brute, cette boue sociale, et la passe dans le filtre ultra strict des 31 syllabes du kyoka pour en faire une blague. C'est incroyable. C'est ce que la psychanalyse appelle la sublimation. Il recadre cognitivement son traumatisme immédiat en œuvre d'art comique. C'est brillant, en fait. Son échec est littéralement son mode de production artistique. Sans l'erreur, il n'y a pas de poème. Exactement, le désastre est la matière première. Et s'il n'a pas de poème, il est juste un pauvre homme brisé sur le bord d'une route. Sauf que, une énergie pareille, ça brûle tout sur son passage. Ah ça, c'est sûr. On est bien d'accord que s'il passe son temps à s'auto-saboter à ce rythme, il devrait se faire tuer par un samouraï ou mourir de faim au bout de 3 jours. Il y a forcément un pare-feu dans cette histoire. Et c'est exactement là qu'intervient le second personnage de notre duo. C'est vraiment la clé de voûte de cette technologie de survie. Et c'est Kitaachi, qu'on prononce bien Kitaachi. C'est ça, Kitaachi. Son dossier est tout aussi fascinant. Je vois qu'il est aussi citadin d'Edo, mais son passé est hyper différent. Le texte indique qu'il est un ancien Kajema. Qu'est-ce que ça implique sur sa construction psychologique ? Le terme Kajema désigne les jeunes hommes qui travaillaient dans l'industrie du divertissement et du travail du sexe masculin à l'époque d'Edo. Ils étaient souvent liés à des maisons de thé ou des théâtres kabuki. Ah oui, c'est un milieu très particulier. C'est un milieu d'une dureté inouïe. Ça exigeait une lecture instantanée des dynamiques de pouvoir, des humeurs des clients riches, de la violence latente. Il fallait toujours être sur le qui-vive. Émotionnel complètement hors du commun. Il lit les gens comme dans un livre ouvert. Voilà. Il sait exactement comment fonctionnent les humains et l'autorité. Ce qui fait de lui le candidat idéal pour le rôle que les notes appellent le médiateur pragmatique. C'est le terme parfait. Il passe son temps à lire la température de la pièce que Yajiroubei est en train d'incendier. Mais son mécanisme de défense à lui est à l'opposé total de la pulsion orale de son ami. Ah oui, c'est une autre dynamique. Le dossier parle d'une domination par l'anxiété d'anticipation. Ça veut dire que quand Yajiroubei crée du chaos, le cerveau de Kitaachi génère une angoisse terrible, c'est ça ? Tout à fait. Il voit 10 coups à l'avance comment tout va mal finir. Mais plutôt que de se figer de terreur, il convertit instantanément cette angoisse en préparation logistique. Waouh. Il utilise un mécanisme de défense qu'on appelle l'intellectualisation. Attends,
L'intellectualisation en plein milieu d'une bagarre d'auberge ou face à un garde armé, hein, c'est possible ça? Eh bien oui. Ça se traduit par la mise à distance de la panique grâce à un plan. Ah, il structure pour pas s'effondrer. L'émotion brute le terrorise, alors il la transforme en étapes hyper concrètes. Genre, je dois m'excuser comme ceci, je dois payer tant, je dois emmener Yajirobe par cette porte. Il garde le contrôle en organisant la réparation du désastre, quoi. Exactement. Et ça s'accompagne de ce que le document identifie comme l'abandon altruiste. C'est-à-dire qu'il trouve sa propre valeur dans le sacrifice pour l'autre? Précisément. L'angoisse de sa propre existence disparaît s'il concentre toute sa psyché sur le soin apporté à Yajirobe. Prendre soin de cet ami ingérable, ça lui donne une identité claire et protectrice. Alors là, j'ai envie de bousculer un peu cette théorie. Vas-y, je t'en prie. En lisant ça, je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que Kitahachi n'est pas tout simplement le paillasson de cette histoire? C'est vrai qu'on pourrait le voir comme ça. Bah oui, il ramasse les pots cassés, il subit les délires de Yajirobe, il s'écrase devant les fonctionnaires pour leur sauver la mise. Vu de l'extérieur, ça ressemble furieusement à de la soumission totale. C'est une objection hyper naturelle et c'est vraiment le piège d'une lecture un peu trop superficielle. D'accord, explique-moi. Le clinicien qui a rédigé ces notes démontre l'inverse. Kitahachi ne subit pas aveuglement. En fait, il opère avec ce qui est défini ici comme un surmoi flexible. Un surmoi flexible. Oula. Je connais le surmoi comme la petite voix sévère à l'intérieur, celle qui nous dit de respecter les lois. Comment ça peut être flexible? Un surmoi rigide l'obligerait soit à se soumettre de façon inconditionnelle par pure peur, soit à se rebeller de manière frontale et suicidaire. Ce qui finirait très mal pour eux. Exactement. Mais Kitahachi, grâce à son passé de Kegema, sait que l'autorité n'est qu'une série de codes. Ah, il connaît la partition. Quand il est face à des fonctionnaires, il s'oppose pas frontalement. Mais il s'aplatit pas non plus en perdant son âme. Il utilise la courtoisie extrême, les mots justes, les petites concessions d'ego. Pour négocier, en fait. Voilà, pour négocier un avantage pratique. Il utilise la politesse comme un bouclier tactique. C'est de l'intelligence sociale pure, c'est pas de la soumission. Ah, je vois la nuance. C'est d'une intelligence folle. Il donne l'illusion de la défaite pour gagner la survie du duo. C'est exactement l'idée. Il courbe les chines juste à l'angle nécessaire pour que la lame passe au-dessus de sa tête et dès que le danger est passé, il se redresse. C'est super pragmatique. Et très noble d'une certaine manière. Donc d'un côté on a l'incendiaire, Yajirobe, et de l'autre l'extincteur tactique Kitahachi. Mais si on s'arrête là, on passe à côté du cœur du sujet, non? Ah oui, complètement. L'analyse de chacun est géniale, mais leur puissance vient du fait qu'on ne peut absolument pas les séparer. Et c'est là que le profilage bascule sur le concept jungien de syzygie. La syzygie, j'adore ce mot. Ce n'est pas juste un duo comique classique. La syzygie désigne la conjonction de deux forces psychologiques, souvent opposées, qui s'emboîtent pour former une totalité. Comme un puzzle parfait. Voilà. Ensemble, Yajirobe et Kitahachi forment un véritable mandala psychologique. Ils sont les deux moitiés d'une seule âme fonctionnelle. Le dossier aborde la peur cachée de Yajirobe d'ailleurs. Sous ses éclats de rire et ses poèmes, son inconscient est terrorifié par la solitude. Oui, il ne supporte pas le vide. Le texte original utilise l'expression « kaketa jiko », le moi incomplet. Sans Kitahachi pour valider son existence, pour l'écouter, le voyage de Yajirobe n'a plus de sens. Il se dissout de même dans le néant. Et la mécanique est tout aussi vitale dans l'autre sens, tu sais. Ah oui, ouais. Oui, si on séparait Kitahachi et qu'on lui disait d'aller voyager seul et tranquillement, son anxiété d'anticipation se retournerait probablement contre lui. Parce qu'il n'aurait plus de chaos à réguler. Exactement. Ça le paralyserait. Sa définition personnelle de la liberté n'est pas l'absence de contraintes. Sa liberté, c'est de surmonter les difficultés avec Yajirobe. C'est un cycle infini et volontaire, en fait. Yajirobe provoque un désastre, Kitahachi panique, utilise sa logistique pour réparer, soupire avec une affection sincère devant l'absurdité de la situation, et la boucle recommence. C'est ça, c'est leur façon de fonctionner ensemble. Ça m'évoque une métaphore, tu vas me dire ce que t'en penses. Dis-moi. Je les imagine comme un cerf-volant et la main qui tient le fil. Yajirobe, c'est ce cerf-volant pris dans un ouragan qui veut tout dévorer, qui part dans des vrilles insensées. Je vois très bien. Sans la main ferme de Kitahachi pour ajuster la tension du fil, le cerf-volant s'écrase violemment contre un arbre. C'est une très belle image. Et ce qui est d'une mélancolie magnifique là-dedans, c'est que la main a tout autant besoin du cerf-volant. C'est vrai. Sans lui, la main de Kitahachi n'est qu'une main crispée sur un fil mort, figée au milieu d'un champ vide. Il a besoin de cette force de traction vers le ciel pour se sentir vivant. Tout comme le cerf-volant a besoin de la résistance du fil pour voler au lieu de chuter. C'est hyper touchant. C'est un équilibre précaire.
mais indestructible. Mais toute cette ingénierie psychologique, pourquoi Tupen Shaiku a-t-il dû concevoir une dynamique aussi complexe, de 1802 à 1822? Faut qu'on resitue ça dans le monde réel de l'époque. Le monde réel, c'est la période Edo, sous la main de fer du shogunat Tokugawa. Un régime plutôt très strict. Terriblement strict. Les documents rappellent à quel point la société était hyper stratifiée et l'autorité morale absolue. Les lois dictaient même les couleurs des vêtements selon les classes. Mon Dieu, le contrôle total. Une critique directe, un mot de travers contre les puissants, c'était une invitation à se faire exécuter sur le champ. C'est une ère où le désespoir et la pulsion de mort planaient sur les citoyens étouffés par les règles. Et c'est là que leur stratégie prend toute sa dimension politique. Tu ne peux pas écrire un pamphlet révolutionnaire, mais le rire, lui, a une capacité d'évasion folle. Le rire glisse entre les mailles de la censure. Yajirubei et Kitahachi ne prennent pas les armes contre le shogunat. Ils le contournent par l'absurde, par la parodie. Même le titre de l'œuvre est un manifeste en soi. Ah oui, Isakurige, ça signifie littéralement utiliser ses propres genoux comme des chevaux. C'est ça. Ils n'ont ni l'argent, ni les montures des puissants, mais ils marchent quand même. C'est une déclaration d'indépendance intérieure totale. D'ailleurs, il y a une page fascinante dans ses notes où l'auteur fait un saut dans le temps audacieux. Ah oui, j'ai vu ça. Il superpose l'analyse freudienne avec des archétypes de la culture pop japonaise moderne. Exactement. Spécifiquement l'anime Evangelion. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a surpris. Quel est le lien entre des voyageurs en sandales de paille et des pilotes de méchas névrosés ? Le lien, c'est la réponse de la psyché face à une pression environnementale écrasante. Ce que Freud lie à Thanatos, la pulsion de mort. D'accord, je te suis. Dans Evangelion, l'environnement est terrifiant et la fin du monde est permanente. Shinji est écrasé par le désespoir et veut disparaître. Misato cherche l'anesthésie chimique dans l'alcool. Kaji choisit le cynisme froid. Ils sont tous rongés par la pulsion de mort sous une autorité absolue. C'est ça. Et l'analyste utilise ça pour mettre en relief le choix radical de Yajirubei. Face à la pression des Tokugawa, Yajirubei choisit de saboter sa propre vie, non pas pour mourir, mais pour générer du rire. Son auto-sabotage comique, c'est sa pulsion de vie, en fait. Exactement. Il bat en brèche la pulsion de mort en refusant le désespoir. C'est le triomphe du ridicule sur la tragédie. C'est la forme ultime de la résilience. Il désarme l'autorité en acceptant d'être les dindons de la farce. Le pouvoir pouvait contrôler où il dormait, mais il ne pouvait absolument pas confisquer la joie irrationnelle que Yajirubei trouvait dans une chute dans la boue. Ni la satisfaction intime de Kitahashi quand il parvenait à le tirer de là. Ils ont bâti une forteresse intérieure imprenable. C'est d'une ironie mordante quand on y pense. Leur plus grand acte de liberté, c'est leur imperfection assumée. C'est magnifique de le voir comme ça. Sous leurs airs de vieux bouffons pitoyables couverts de poussière, ils incarnent la survie la plus sophistiquée possible. Et en refermant ces notes, ça m'amène à une réflexion presque intime, tu vois. Je t'écoute. Quand je regarde le monde autour de nous aujourd'hui, avec cette pression constante qu'on s'inflige pour réussir, pour avoir la posture parfaite, la peur panique de l'échec sous le regard des autres... L'injonction à la perfection, ouais. Exactement. Je me dis qu'on s'épuise terriblement à vouloir être irréprochable. Ça donne presque envie de s'arrêter de lutter pour cette perfection rigide, en fait. D'accepter d'être un peu vulnérable. C'est ça, d'accepter, comme Kitahachi, de simplement transformer l'angoisse en préparation bienveillante et surtout de comprendre, comme Yajirubei, que notre prochain grand désastre fera sûrement une excellente histoire à se raconter en riant sur la route.